bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le pape François a ouvert ce matin la rencontre sur la protection des mineurs au Vatican. Le peuple de Dieu nous regarde, a prévenu le Saint-Père devant les 190 participants. La situation est toujours tendue et incertaine au Venezuela. Des évêques prennent la parole pour alerter la communauté internationale. Et puis, dans le cadre du grand débat national voulu par le président Emmanuel Macron, les initiatives se multiplient dans les paroisses. Reportage à Viroflay, dans les Yvelines. En France, la très forte hausse des actes antisémites est au cœur des réflexions ces derniers jours. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier des actes et des lois devant le Conseil représentatif des institutions juives de France. On en parle avec François Ernenwein de la Croix et Henrik Lindel de la Vie dans notre dossier. La grande actualité de l'Église ces jours-ci, c'est la rencontre sur la protection des mineurs qui a débuté ce matin au Vatican avec 190 personnes, dont 144 présidents des conférences épiscopales. Vous avez pu suivre en direct sur KTO tout au long de la journée les différentes interventions. Aujourd'hui, 3 intervenants. Le cardinal Taglé a ouvert les conférences en exhortant les évêques à être proches des victimes d'abus et à faire face à ce problème majeur dans l'espérance. Ensuite, le cardinal Scicluna, dans une conférence assez technique et précise, a décrit les procédures canoniques existantes en cas d'abus et la manière de les mettre en œuvre en lien avec les autorités civiles. Et cet après-midi, le cardinal Gomez est revenu sur la responsabilité des évêques. L'archevêque de Bogota a rappelé que rien ne justifiait la non-dénonciation d'un cas d'abus dans l'Église. Pour aller plus loin, je vous invite à retrouver ces interventions sur notre site internet, tout comme l'édition spéciale diffusée ce soir avec Philippine de Saint-Pierre. Mais ce que l'on peut retenir, en tous les cas, ce sont les mots insistants du pape François. Il faut des mesures concrètes et efficaces. Il faut que le cri des victimes soit écouté. Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi, patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi, superiori religiosi e responsabili, affinché tutti insieme ci mettiamo in ascolto dello Spirito Santo e con docilità alla sua guida ascoltiamo il grido dei piccoli qui chiedono giustizia. Et puis le pape a donné les axes à suivre lors de la rencontre en proposant 21 points de réflexion concrets à travailler. Ces points doivent aider les participants dans leurs travaux. Parmi ceux-ci, décider que les prêtres et les évêques coupables d'agressions sexuelles sur des mineurs quittent le ministère public ou encore l'accompagnement, la protection et le soin des victimes en leur donnant tout le soutien nécessaire à une guérison complète. Je vous le rappelle, le sommet est à vivre en direct sur KTO avec différentes interventions au Vatican et une édition spéciale à 20h30 vendredi soir et samedi soir présentée par Philippine de Saint-Pierre. Au Venezuela, la situation est toujours très tendue et des évêques prennent la parole pour alerter sur la crise humanitaire dans le pays. L'armée fidèle à Nicolás Maduro s'est dite prête à bloquer les frontières pour empêcher la venue d'une aide humanitaire venue des pays qui soutiennent l'opposition. Dimanche, Monseigneur Mario Moronta, évêque de San Cristobal, a écrit une longue lettre au président du pays dans laquelle il affirme que ce n'est pas trahir la patrie que d'accepter cette aide humanitaire, mais un devoir moral en faveur de la dignité des personnes. Monseigneur Gutiérrez Reyes, archevêque de Ciudad Bolívar, s'est confié au bureau italien de l'aide à l'Église en détresse. Une intervention diffusée hier sur les réseaux sociaux et avec émotion, vous allez le voir, il en appelle à la communauté internationale. Venezuela necesita de todos. La comunidad internacional se tiene que hacer presente. Venezuela tradicionalmente ha sido un país de acogida. En Venezuela ha habido presencia y queremos muchísimo a todos los inmigrantes del mundo entero. Todo esto nos llama a la reflexión, nos invita a decirle al mundo, a la comunidad internacional, necesitamos de ustedes. El apoyo solidario en la oración en primer lugar, el apoyo moral, el sentir que contamos con esta comunidad de hermanos del mundo entero. Et puis dans le pays voisin, en Colombie, le père Carlos Ernesto Jaramillo a été assassiné dimanche dans la ville de Kennedy. Le prêtre de 65 ans venait en aide aux réfugiés vénézuéliens. Le drame a eu lieu dans sa résidence. Un mineur soupçonné de l'homicide a été arrêté par la police.
En Afrique, les Sénégalais se préparent à élire leur président. Le premier tour est prévu dimanche prochain. 5 candidats sont en lice. Et pour s'assurer que le scrutin présidentiel se déroule dans de bonnes conditions, l'Église va envoyer des observateurs. La commission Justice et Paix a présenté le dispositif ce matin à Dakar. 1 millier de volontaires va être mobilisé dans les bureaux de vote des 14 régions du pays. Après les 2 tours des présidentielles en 2012 et des législatives quelques mois plus tard, c'est la 4e fois que la commission Justice et Paix s'implique de cette façon dans le processus électoral. Le père Alphonse Sec de la commission Justice et Paix a organisé cette mission d'observation et il nous dit en quoi elle est nécessaire. Nous savons tous en Afrique comment les élections sont un moment difficile à vivre pour les populations parce que souvent les conditions de transparence d'une élection claire ne sont pas toujours réunies et souvent on voit que les lendemains d'élections sont parfois la porte ouverte à des violences, à des situations qui déstabilisent les pays et qui les font reculer. Naturellement, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est dans ce sens que, un peu en Afrique, beaucoup de commissions Justice et Paix s'impliquent justement dans ces processus électoraux, en espérant qu'en créant les conditions de transparence, eh bien, les populations sont rassurées et vont vers l'exercice normal de leur devoir civique. Retour en France maintenant avec le grand débat national lancé par le président Emmanuel Macron qui se poursuit. En décembre dernier, les évêques de France avaient invité les paroisses à proposer des temps de dialogue pour participer activement à cette grande réflexion. Début février, pas moins de 80 initiatives ont été recensées dans les diocèses et cela se poursuit comme à Viroflay dans les Yvelines. Reportage avec Antoine Coty. À Viroflay, l'église Notre-Dame du Chêne ouvre ses portes pour le grand débat national. Une 50aine de personnes étaient présentes lundi soir pour échanger autour des 5 questions citées par l'appel des évêques. Cette soirée est l'occasion d'une véritable réflexion sur la démocratie, la citoyenneté et le bien commun. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe dans toute la France. On sent un malaise social, des difficultés qu'ont les personnes pour vivre. Et nous, chrétiens, nous avons notre place dans la société. Durant toute la soirée, les participants échangent en petits groupes de réflexion répartis dans la crypte. Des rapporteurs prennent ensuite le micro pour s'exprimer en grande assemblée. Il ne s'agit pas de parler au nom de la religion dans la politique, mais on a certainement une sensibilité à faire passer, un langage qui sera alimenté par le fait que nous sommes chrétiens. J'ai envie justement d'entendre et de donner ma voix à ce débat qui est hyper important pour plein de gens. Comme à l'issue de toutes les autres initiatives de ce grand débat, les propositions seront transmises à Paris au président de la République. En début de semaine, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a reconnu que la disparition des mentions père et mère des documents éducatifs au profit de parents 1 et parents 2 n'était pas idéale. Pour lui, cela installe une hiérarchie entre les 2 parents. Esther Pivet, la coordinatrice du collectif Vigigender, elle assure un travail d'information auprès des parents et des enseignants sur la diffusion de la théorie du genre à l'école. Elle vient de sortir un livre sur le sujet et pour elle, l'amendement qui veut la disparition des mentions père et mère est la conséquence directe de la diffusion de la théorie du genre dans les écoles. L'amendement qui a été voté en première lecture et qui voudrait que sur les formulaires scolaires, il y ait indiqué non plus père et mère, mais parents 1 et parents 2, est typiquement une application directe en fait, de la théorie du genre, puisque pour la théorie du genre, notre corps sexué ne dit rien de nous, ne dit rien de notre identité, que nous ne sommes que ce que nous voulons être et que ce que nous faisons du coup, que ce que nous décidons. Je fais le constat que la théorie du genre imprègne en fait toute la société et en particulier l'école qui est le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé. Alors je précise, ce n'est pas dans toutes les écoles et ce ne sont pas tous les professeurs qui diffusent cette théorie du genre, mais j'ai fait une analyse vraiment de tous les documents d'éducation nationale sur son site et tout ce que je donne dans le livre, c'est vraiment factuel. J'ajoute aussi des témoignages de parents, de professeurs qui sont en lien avec moi, ainsi que des témoignages d'élèves qui m'ont transmis des documents qui prouvent que cette théorie du genre est diffusée.
Toujours en France à 7, dans l'Hérault, le portail d'une école catholique a été tagué avec des menaces contre l'Église dans la nuit de lundi à mardi. Rapidement effacé, il a pu être pris en photo, ce qui a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. L'enseignement catholique de l'Hérault, qui a porté plainte, n'a pas souhaité réagir pour ne pas surenchérir. La version française de YouCat for Kids est parue la semaine dernière aux éditions MAM, approuvé et introduit par le pape François. Il s'agit du catéchisme de l'Église catholique adopté aux enfants. On se souvient du succès de la première version du YouCat distribué lors des JMJ 2011. Depuis, il a été décliné en différentes versions. Un outil idéal pour les familles, les écoles et les préparations à la première communion. L'équipe d'auteurs s'est dit qu'il manquait quelque chose pour expliquer la foi de façon claire aux enfants. Elle faisait aussi le constat que parfois le caté, ça ne suffisait pas à vraiment apporter une transmission de la foi de l'Église catholique. Et donc ils ont cherché sur le principe du YouCat, qui est vraiment un abrégé, en quelque sorte, une vraie présentation du catéchisme de l'Église catholique, à proposer la même chose pour les enfants de 7 à 11 ans, qui sont vraiment des enfants qui sont... Enfin, c'est l'âge où les enfants sont particulièrement curieux. La foi, c'est une histoire de transmission, et que du coup, c'est un ouvrage qu'on lit ensemble, et donc on découvre la foi, on chemine aussi... On chemine ensemble, en fait. C'est presque un ouvrage intergénérationnel. C'est un format qui est illustré. Et puis, vous avez aussi dedans différents niveaux de lecture. Vous avez des petits dessins qui permettent d'avoir une approche ludique, et aussi tout un appareil explicatif qui permet aux parents de trouver aussi de quoi répondre aux enfants, de quoi approfondir, de quoi se cultiver sur ces questions fondamentales de présentation de la foi. Et on poursuit avec la chronique du père Venard. Face à la crise que traverse l'Église, il appelle à réagir avec humilité et courage. Chers amis, quelle humiliation entre le livre de Frédéric Martel, les révélations sur le nonce apostolique en France, le film de Jean-François Ozon, la crise pédophile. Quelle humiliation! On pourrait dire que l'Église, si vous me passez l'expression, s'en ramasse plein la figure. Permettez-moi une autre image, c'est un peu comme si nous étions jetés au milieu de la ferme dans une fosse à purin. Alors, il y a plusieurs manières de réagir dans ces cas-là. On peut essayer de brûler la ferme. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne réaction. On peut essayer de se convaincre que la fosse à purin sent la rose. Je ne suis pas certain non plus que ce soit une bonne réaction. On peut aussi se retrousser les manches et commencer à nettoyer la fosse à purin. Alors, ce travail, comment pouvons-nous le vivre dans l'humilité? C'est une humiliation, le pape François d'ailleurs nous l'avait dit, et quand Dieu permet que son peuple soit humilié, c'est pour que le peuple se convertisse. D'abord nous. Mère Teresa le disait très bien, un jour un journaliste lui disait « Mais alors, que faut-il changer dans l'Église ?» Et Mère Teresa avait répondu « Vous et moi ». Oui, commençons par nous convertir nous-mêmes. Nous faisons partie de cette Église qui est humiliés, soyons plus fidèles à l'Évangile. Ensuite, humiliation aussi, et donc humilité pour ce travail tellement nécessaire dans l'Église de nettoyage, de mettre à la porte ceux qui déforment de manière honteuse le visage de l'Église. Mais n'oublions pas, c'est véritablement le Christ qui inspire son Église, c'est son esprit qui travaille au cœur de son Église. Et je pense là à cette phrase célèbre du père Cantalamessa, ce n'est pas l'Église d'abord qui nous fait croire au Christ, mais c'est le contraire. C'est parce que nous croyons au Christ que nous continuerons avec courage, avec persévérance, à aimer cette Église. Alors demandons au Christ, demandons à son Esprit Saint, demandons à Dieu notre Père ce courage de ne pas baisser les bras face à tant d'humiliation, mais de nous mettre au travail, dans l'humilité, dans la persévérance. Merci Père Venard. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec la vie. Henrik Lindel, bonsoir. Alors, sexe et scandale au Vatican, est-ce une crise sans fin ?
Oui, c'est une crise sans fin. Et on a aussi mis en surtitre « Sexe, scandale » au Vatican, puisque c'est à peu près le sujet. On parle donc de ce sommet sur les abus, on parle aussi du livre Sodoma de Frédéric Martel. Nous ne disons pas que du mal de ce livre. Et nous parlons aussi du film Grâce à Dieu. Nous interviewons le réalisateur François Ozon. Et aussi une interview de Monseigneur Pontier, où il dit notamment que le scandale nous ramène à une plus grande humilité. Merci Henrik. Alors inutile de biaiser, la situation de l'Église apparaît d'une singulière gravité, écrit quant à lui Gérard Leclerc dans France catholique. Et sur la sortie du livre Sodoma sur les réseaux homosexuels au Vatican, il rappelle que le christianisme est tout autre chose qu'un programme publicitaire malléable au gré des idéologies successives. La prochaine canonisation du cardinal Newman, qui fait la une de France catholique, devrait remettre à l'honneur ce qu'est la transmission de la foi depuis les origines, ajoute Gérard Leclerc. Pèlerin est allé à la rencontre de Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet au pied de l'autel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans son livre « Jacques, mon frère » aux éditions Bayard, elle dresse le portrait de cet homme humble, mort en martyr. J'ai compris que c'était un homme d'église et qu'il était devenu un frère universel, confie-t-elle dans les colonnes de Pèlerin. Famille chrétienne consacre un dossier sur la vocation religieuse, plus précisément sur l'acceptation de l'appel de son enfant. Être catholique pratiquant n'exclut pas la douleur des parents face à la vocation religieuse de leur enfant. Des parents témoignent et racontent leur parcours. Une route longue et difficile, mais parsemée de grâce. Les enfants en une de Réforme cette semaine, qui revient sur une donnée terrible. Parmi les jeunes aujourd'hui à la rue, près d'un tiers seraient d'anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance. Le symptôme de l'échec d'un système qui n'accompagne pas les enfants une fois devenus majeurs. Un scandale que les pouvoirs publics semblent enfin désireux d'affronter et que Réforme met en lumière cette semaine. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. François Ernenwein, bonsoir. Bonsoir. Henrik Lindel, rebonsoir. Ravi de vous retrouver. Alors, ces derniers jours, on l'a vu, le grand rassemblement Place de la République mardi soir, la prise de parole hier d'Emmanuel Macron, c'est l'antisémitisme. 75% en 2018 d'actes antisémites qui ont été recensés. Grosse inquiétude. Aujourd'hui en France. Alors, est-ce qu'on est dans une situation comparable à celle des années 30, François ? Non, je ne crois pas. Enfin, comparaison n'est pas raison, en l'occurrence. Il faut regarder de quoi est nourri cet antisémitisme qui s'exprime. Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'antisémitisme historique qui n'a jamais disparu de la société française, même s'il était un peu éteint pendant les dernières décennies, en tirant les leçons d'ailleurs du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait une résistance de la société française face à un antisémitisme latent. Dans certaines formations politiques, il était toujours assez vivace. Mais le développement de la crise, des tensions dans certains quartiers, a fait naître d'autres formes d'antisémitisme liées à la situation au Proche-Orient. Et aujourd'hui, l'alerte doit être générale, à la fois sur la remontée de cet antisémitisme ancien et les formes nouvelles qu'il peut prendre. Alors le président de la République a dit des choses assez fermes au dîner du CRIF hier soir. Donc là, on voit bien que la mobilisation dans la société française est quand même à un niveau digne et acceptable face aux défis représentés par ces poussées d'antisémitisme. Et là, je pense que la question de la répression sur les réseaux sociaux et sur la place publique, qui a été proposée par Emmanuel Macron, effectivement, est une hypothèse qu'il faut envisager. Il n'y a aucune raison en démocratie de tolérer l'expression du racisme ou de l'antisémitisme. Effectivement. Henrik Lindel, les propositions du président Emmanuel Macron hier, vous en pensez quoi ? Les formulations sont intéressantes déjà. Il dit que l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est forcément une parole qu'il le sait d'emblée, provoque et provoquera encore des débats sur l'idée éventuellement de criminaliser l'antisionisme. Alors, le président dit aussi qu'il ne veut pas redéfinir l'antisémitisme, il ne veut pas criminaliser cela. Mais un certain nombre de personnes le souhaitent. D'autres disent que mais on pense ce qu'on veut du sionisme. On n'a pas à criminaliser un point de vue. Et là, on entre dans un débat sur qu'est-ce que c'est le sionisme. Voilà, donc c'est un objet vaste qu'on ne va pas aborder, à mon avis,
dit plus que ça, sinon on en aura pour des heures. Il a dit des choses très intéressantes, évidemment, sur la loi qu'on vient de commenter. Donc, il y aura une proposition de loi en mai prochain sur les propos haineux sur Internet, parce que c'est quand même étrange qu'il n'y a pas de loi là-dessus en France. Autre chose intéressante, il a dit qu'il faudrait un audit sur les établissements scolaires, là où il n'y a plus d'enfants juifs. Car, on peut même dire cela, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques dans le 93. Dans certains quartiers, 93 ? Dans le 93 en général. Et le 93, ce n'est pas un département peuplé d'énormément de néo-nazis. L'extrême droite fait un des scores les plus faibles dans le pays. Donc il y a d'autres facteurs qui viennent d'être mentionnés par François Ehrenwein. Je pense qu'il y a des représentations des Juifs sur lesquelles il faudrait vraiment travailler. Ces représentations qui font du Juif quelqu'un qui a de l'argent, qui est méchant, qui a du pouvoir, et on n'est pas obligé d'être musulman pour cultiver ce genre de caricature. Je disais tout à l'heure, il y a des racines anciennes de l'antisémitisme en France, et une imagerie, des niveaux de discours qui sont enracinés profondément dans l'histoire française. L'histoire française a connu des poussées fortes d'antisémitisme, elle aussi. Donc je pense qu'il faut s'attaquer, et le président de la République en a, semble-t-il, l'intention, aux sources diverses de l'antisémitisme aujourd'hui. C'est intolérable, inacceptable dans une démocratie avancée. Ce qu'on peut ajouter à cela, c'est que ce n'est pas qu'en France qu'il y a une forte montée de l'antisémitisme. Donc il y a une augmentation des actes antisémites de 74% en 2018. Mais on constate la même évolution dans d'autres pays. En Allemagne, il y a une augmentation de 9%. Mais quand on analyse ce qu'il y a dans ces 9%, on constate qu'il y a des actes, notamment des actes physiques, violents, qui sont en très forte augmentation. Des agressions antisémites qui sont en forte augmentation de 60% en Allemagne l'année dernière. Au Royaume-Uni, une augmentation des actes antisémites de 16%. Alors au Royaume-Uni, il y a eu par ailleurs donc des accusations lancées contre le Parti travailliste, qui n'est pas connu pour être un parti d'extrême droite, ni particulièrement xénophobe, mais il y a beaucoup de députés qui viennent de quitter ce parti en disant que c'est un parti antisémite. Alors, bon, ce sont des propos qui, évidemment, ont été démentis par Jeremy Corbyn, qui dirige ce parti, mais il est connu pour quelqu'un qui a justement une critique extrêmement virulente de la politique israélienne. Donc, c'est toujours cette question-là. On peut dire aussi qu'en Angleterre, les actes antisémites ont triplé depuis 5 ans. Donc il se passe quelque chose au niveau européen. Donc c'est pas propre à la France, cette augmentation à laquelle on assiste. C'est lié à des débats au niveau international, bien sûr. C'est lié à une inquiétude dans la société que nous retrouvons partout en Europe. Justement, la crise des Gilets jaunes, la crise sociale aujourd'hui en France, on a pu lire ici ou là, effectivement, que ça pouvait aussi, dans ces manifestations-là, on pouvait y voir un peu de l'antisémitisme, même on l'a vu avec Alain Finkielkraut samedi dernier. Oui. C'est hasardeux ou pas de faire un rapprochement? Il y a des cas précis, donc c'est factuel, le commentaire sur cet aspect-là des choses. Est-ce que les Gilets jaunes sont particulièrement antisémites? Moi, je ne crois pas. C'est pas ce mouvement-là qui a porté les poussées de haine qui se sont manifestées ces dernières années, antérieures d'ailleurs à la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez rappelé, il y a eu des manifestations pendant la crise des Gilets jaunes qui n'étaient pas ambiguës. Donc, effectivement, on peut poser la question. Mais plus profondément, à mon avis, le débat s'élargit au-delà de l'antisémitisme. C'est ce moment historique dans lequel on est en France où l'éthique de la discussion a reculé, que exprimer ses pulsions dans l'espace public, aussi mauvaise soit-elle, est devenue presque une banalité de base. Et à travers la crise des Gilets jaunes, se sont exprimés, ça et là, des messages de haine à l'égard d'une partie de la population, un vocabulaire parfois étrange dans l'espace public, adressé au président de la République ou aux élites en général. Je pense que la crise que nous vivons, et là c'est décalé par rapport à la question de l'antisémitisme, c'est une crise de la discussion publique, des manières qu'on a d'être ensemble, et le grand débat n'éteindra pas ça tout seul. Le grand débat, je pense que c'était utile,
Mais si on entre dans le grand débat, il faut sortir de l'idée que le grand débat est fait pour que chacun exprime ses pulsions, ses passions, etc. Le grand débat, il a un sens si on y entre en disant qu'est-ce que je peux faire, moi, individuellement, pour contribuer à trouver des solutions aux défis qui nous assaillent, environnementaux, d'inégalité sociale, etc. Le vrai sens du grand débat, c'est pas ça. Il ne faut pas confondre le grand débat nécessaire à la discussion démocratique et l'expression spontanée et un peu folle des pulsions que chacun d'entre nous portons éventuellement. Henrik Lindell, pour conclure, il nous reste quelques secondes. Je pense que vraiment il faut une nouvelle éthique de discussion. Il y a aussi de nouvelles thématiques qui dans ces débats qu'on a par exemple sur l'antisémitisme. Ça veut dire par exemple qu'il faudrait donc apprendre à parler de ces nouvelles formes d'antisémitisme. Et parfois on a du mal à le faire. On a eu du mal à le faire. Peut-être que ça va venir maintenant. Mais il faut absolument plaider pour ce qui vient d'être fait, hein, pour une éthique de la discussion. Parce que ce qui se passe actuellement dans la société est intolérable et on ne peut rien faire dans ce climat. Donc il faut venir organiser des débats sur comment on a des débats. Merci. Sortir de l'invective, en tous les cas. Sortir de l'invective. Merci François. Merci beaucoup Henrik d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.